La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas. Partie 20 du livre audio. Suite du tome 3, 10. Comment le duc d'Anjou alla à Méridor pour faire à Madame de Montsoreau des compliments sur la mort de son mari et comment il trouva Monsieur de Montsoreau qui venait au-devant de lui. Aussitôt l'entretien rompu entre le duc d'Anjou et sa mère, le premier s'était empressé d'aller trouver Bussy pour connaître la cause de cet incroyable changement qui s'était fait en lui. Bussy, rentré chez lui, lisait pour la 5e fois la lettre de Saint-Luc, dont chaque ligne lui offrait des sens de plus en plus agréables. De son côté, Catherine, retirée chez elle, faisait venir ses gens et commandait ses équipages pour un départ qu'elle croyait pouvoir fixer au lendemain ou au surlendemain au plus tard. Bussy reçut le prince avec un charmant sourire. « Comment, monseigneur, dit-il, votre Altesse daigne prendre la peine de passer chez moi ?»« Oui, mordieu, dit le duc, et je viens te demander une explication. »« À moi ? » ?»« Oui, à toi. »« J'écoute, monseigneur. »« Comment, s'écria le duc, tu me commandes de m'armer de pied en cap contre les suggestions de ma mère et de soutenir vaillamment le choc ? Je le fais, et au plus fort de la lutte, quand tous les coups se sont émoussés sur moi, tu viens me dire « ôtez votre cuirasse, monseigneur, ôtez-la !» Je vous avais fait toutes ces recommandations, monseigneur, parce que j'ignorais dans quel but était venue madame Catherine. Mais maintenant que je vois qu'elle est venue pour la plus grande gloire et pour la plus grande fortune de votre Altesse… « Comment, fit le duc, pour ma plus grande gloire et pour ma plus grande fortune ? Comment comprends-tu donc cela ? » ?»« Sans doute, reprit Bussy. Que veut votre Altesse, voyons ? Triompher de ses ennemis, n'est-ce pas ? Car je ne pense point, comme l'avancent certaines personnes, que vous songiez à devenir roi de France. Le duc regarda sournoisement Bussy. « Quelques-uns vous le conseilleront peut-être, monseigneur, dit le jeune homme. Mais ceux-là, croyez-le bien, ce sont vos plus cruels ennemis. Puis, s'ils sont trop tenaces, si vous ne savez comment vous en débarrasser, envoyez-les-moi. Je les convaincrai qu'ils se trompent. » Le duc fit la grimace. « D'ailleurs, continua Bussy, examinez-vous, monseigneur, sondez vos reins, comme dit la Bible. Avez-vous 100 000 hommes, 10 millions de livres, des alliances à l'étranger ? Et puis, enfin, voulez-vous aller contre votre seigneur ? » « Monseigneur ne s'est pas gêné d'aller contre moi, dit le duc. Ah, si vous le prenez sur ce pied-là, vous avez raison. Déclarez-vous, faites-vous couronner et prenez le titre de roi de France. Je ne demande pas mieux que de vous voir grandir, puisque, si vous grandissez, je grandirai avec vous. »« Qui te parle d'être roi de France ? » repartit aigrement le duc. « Tu discutes là une question que jamais je n'ai proposé à personne de résoudre, pas même à moi. » « Alors, tout est dit, monseigneur, et il n'y a plus de discussion entre nous, puisque nous sommes d'accord sur le point principal. »« Nous sommes d'accord ? Cela me semble, au moins. »« Faites-vous donc donner une compagnie de garde, 500 000 livres ? Demandez, avant que la paix soit signée, un subside à l'Anjou pour faire la guerre. Une fois que vous le tiendrez, vous le garderez. Cela n'engage à rien. De cette façon, nous aurons des hommes, de l'argent, de la puissance, et nous irons. Dieu sait tout. Mais une fois à Paris, une fois qu'ils m'auront repris, une fois qu'ils me tiendront, ils se moqueront de moi, dit le duc. Allons donc, monseigneur, vous n'y pensez pas. Eux, se moquer de vous ? N'avez-vous pas entendu ce que vous offre la reine-mère ? Elle m'a offert bien des choses. Je comprends, cela vous inquiète ? Oui. Mais, entre autres choses, elle vous a offert une compagnie de garde. Cette compagnie fut-elle commandée par Bussy ? Sans doute elle a offert cela. Eh bien, acceptez, c'est moi qui vous le dis. Nommez Bussy votre capitaine, nommez Entraguet et Livarot vos lieutenants, nommez Ribérac enseigne. Laissez-nous à nous 4 composer cette compagnie comme nous l'entendrons. Puis vous verrez, avec cette escorte à vos talons, si quelqu'un se moque de vous et ne vous salue pas quand vous passerez, même le roi. »« Ma foi, dit le duc, je crois que tu as raison, Bussy.
J'y songerai. Songez-y, monseigneur. Oui, mais que lisais-tu là, si attentivement, quand je suis arrivé? Ah, pardon, j'oubliais une lettre. Une lettre? Qui vous intéresse encore plus que moi. Où diable avais-je donc la tête de ne pas vous la montrer tout de suite? C'est donc une grande nouvelle? Oh, mon Dieu, oui. Et même une triste nouvelle. Monsieur de Montsoreau est mort. Plaît-il? S'écria le duc avec un mouvement si marqué de surprise que Bussy, qui avait les yeux fixés sur le prince, crut, au milieu de cette surprise, remarquer une joie extravagante. Mort, monseigneur. Mort, monsieur de Montsoreau? Eh, mon Dieu, oui. Ne sommes-nous pas tous mortels? Oui, mais l'on ne meurt pas comme cela tout à coup. C'est selon, si l'on vous tue. Il a donc été tué? Il paraît que oui. Par qui? Par Saint-Luc, avec qui il s'est pris de querelle. Ah, ce cher Saint-Luc, s'écria le prince. Tiens, dit Bussy, je ne le savais pas si fort de vos amis, ce cher Saint-Luc. Il a des amis de mon frère, dit le duc, et du moment où nous nous réconcilions, les amis de mon frère sont les miens. Ah, monseigneur, à la bonne heure, et je suis charmé de vous voir dans de pareilles dispositions. Et tu es sûr, dame, aussi sûr qu'on peut l'être. Voici un billet de Saint-Luc qui m'annonce cette mort, et comme je suis aussi incrédule que vous, et que je doutais, monseigneur, j'ai envoyé mon chirurgien Rémy pour constater le fait et présenter mes compliments de condoléances au vieux baron. Mort, Montsoreau, mort, répéta le duc d'Anjou. Mort tout seul. Le mot lui échappait comme le cher Saint-Luc lui avait échappé. Tous deux étaient d'une effroyable naïveté. Il n'est pas mort tout seul, dit Bussy, puisque c'est Saint-Luc qui l'a tué. Oh, je m'entends, dit le duc. Monseigneur l'avait-il par hasard donné à tuer par un autre? Demanda Bussy. Ma foi non. Et toi? Oh, moi, monseigneur, je ne suis pas assez grand prince pour faire cette sorte de besogne par les autres, et je suis obligé de la faire moi-même. Ah, Montsoreau, fit le prince avec son affreux sourire. Tiens, monseigneur, on dirait que vous lui en vouliez à ce pauvre comte. Non, c'est toi qui lui en voulais. Moi, c'était tout simple que je lui en voulusse, dit Bussy en rougissant malgré lui. Ne m'a-t-il pas un jour fait subir, de la part de votre Altesse, une affreuse humiliation? Tu t'en souviens encore? Oh, mon Dieu, ou non, monseigneur. Vous le voyez bien, mais vous, dont il était le serviteur, l'ami, l'âme damnée. Voyons, dit le prince, interrompant la conversation qui devenait embarrassante pour lui. Fais sceller les chevaux, Bussy. Sceller les chevaux? Et pourquoi faire? Pour aller à Méridor. Je veux faire mes compliments de condoléances à Madame Diane. D'ailleurs, cette visite était projetée depuis longtemps, et je ne sais comment elle ne s'est pas faite encore. Mais je ne la retarderai pas davantage. Corbleu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le cœur au compliment aujourd'hui. Ma foi, se dit Bussy en lui-même, à présent que le Montsoreau est mort, et que je n'ai plus peur qu'il vende sa femme au duc, peu m'importe qu'il la revoie. S'il l'attaque, je la défendrai bien tout seul. Allons, puisque l'occasion de la revoir m'est offerte, profitons de l'occasion. Et il sortit pour donner l'ordre de sceller les chevaux. Un quart d'heure après, tandis que Catherine dormait ou feignait de dormir pour se remettre des fatigues du voyage, le prince, Bussy, 10 gentilshommes montés sur de beaux chevaux, se dirigeaient vers Méridor avec cette joie qu'inspire toujours le beau temps, l'herbe fleurie et la jeunesse, aux hommes comme aux chevaux. À l'aspect de cette magnifique cavalcade, le portier du château vint au bord du fossé demander le nom des visiteurs. « Le duc d'Anjou !» cria le prince. Aussitôt, le portier saisit un cor et sonna une fanfare qui fit accourir tous les serviteurs au pont-levis. Bientôt ce fut une course rapide dans les appartements, dans les corridors et sur les perrons. Les fenêtres des tourelles s'ouvrirent, on entendit un bruit de ferraille sur les dalles, et le vieux baron parut au seuil, tenant à la main les clés de son château.
C'est incroyable, comme Montsoreau est peu regretté, dit le duc. Vois donc, Bussy, comme tous ces gens-là ont des figures naturelles. Une femme parut sur le perron. Ah, voilà la belle Diane, s'écria le duc. Vois-tu, Bussy, vois-tu? Certainement que je la vois, monseigneur, dit le jeune homme. Mais, ajouta-t-il tout bas, je ne vois pas Rémy. Diane sortait en effet de la maison, mais immédiatement derrière Diane sortait une civière, sur laquelle, couché, l'œil brillant de fièvre ou de jalousie, se faisait porter Montsoreau, plus semblable à un sultan des Indes sur son palanquin qu'à un mort sur sa couche funèbre. « Oh, oh, qu'est-ce ceci ?» s'écria le duc, s'adressant à son compagnon, devenu plus blanc que le mouchoir à l'aide duquel il essayait d'abord de dissimuler son émotion. « Vive monseigneur le duc d'Anjou !» cria Montsoreau en levant, par un violent effort, sa main en l'air. « Tout beau !» fit une voix derrière lui. « Vous allez rompre le caillot !» C'était Rémy, qui, fidèle jusqu'au bout à son rôle de médecin, faisait au blessé cette prudente recommandation. Les surprises ne durent pas longtemps à la cour, sur les visages du moins. Le duc d'Anjou fit un mouvement pour changer la stupéfaction en sourire. « Oh, mon cher comte !» s'écria-t-il. « Quelle heureuse surprise ! Croyez-vous qu'on nous avait dit que vous étiez mort ? » « Venez, venez, monseigneur, dit le blessé. Venez, que je baise la main de votre Altesse. Dieu merci, non seulement je ne suis pas mort, mais encore j'en réchapperai, je l'espère, pour vous servir avec plus d'ardeur et de fidélité que jamais. » Quant à Bussy, qui n'était ni prince ni mari, ces deux positions sociales où la dissimulation est de première nécessité, il sentait une sueur froide couler de ses tempes. Il n'osait regarder Diane. Ce trésor, 2 fois perdu pour lui faisait mal à voir, si près de son possesseur. « Et vous, monsieur de Bussy, dit Montsoreau, vous qui venez avec son Altesse, recevez tous mes remerciements, car c'est presque à vous que je dois la vie. »« Comment, à moi ?» balbutia le jeune homme, croyant que le comte le raillait. « Sans doute, indirectement, c'est vrai, mais ma reconnaissance n'est pas moindre, car voici mon sauveur, ajouta-t-il en montrant Rémy qui levait des bras désespérés au ciel et qui eût voulu se cacher dans les entrailles de la terre. C'est à lui que mes amis doivent de me posséder encore. Et, malgré les signes que lui faisait le pauvre docteur pour qu'il gardât le silence, et que lui prenait pour des recommandations hygiéniques, il raconta emphatiquement les soins, l'adresse, l'empressement dont le Haudouin avait fait preuve envers lui. Le duc fronça le sourcil. Bussy regarda Rémy avec une expression effrayante. Le pauvre garçon, caché derrière Montsoreau, se contenta de répliquer par un geste qui voulait dire « Hélas, ce n'est point ma faute. » « Au reste, continua le comte, j'ai appris que Rémy vous a trouvé un jour mourant comme il m'a trouvé moi-même. C'est un lien d'amitié entre nous. Comptez sur la mienne, monsieur de Bussy. Quand Montsoreau aime, il aime bien. Il est vrai que, lorsqu'il hait, c'est comme lorsqu'il aime. C'est de tout son cœur. » Bussy crut remarquer que l'éclair qui avait un instant brillé en prononçant ces paroles dans l'œil fiévreux du comte était à l'adresse de monsieur le duc d'Anjou. « Allons donc, dit-il en descendant de cheval et en offrant la main à Diane. Veuillez, belle Diane, nous faire les honneurs de ce logis, que nous comptions trouver en deuil, et qui continue au contraire à être un séjour de bénédiction et de joie. Quant à vous, Montsoreau, reposez-vous. Le repos sied aux blessés. »« Monseigneur, dit le comte, il ne sera pas dit que vous viendrez chez Montsoreau vivant, et que tant que Montsoreau vivra, un autre fera à votre Altesse les honneurs de son logis. Mes gens me porteront, et partout où vous irez, j'irai. » Pour le coup, on eût cru que le duc démêlait la véritable pensée du comte, car il quitta la main de Diane. Dès lors, Montsoreau respira. Approcher d'elle,
dit tout bas Rémy à l'oreille de Bussy. Bussy s'approcha de Diane, et Monsoreau leur sourit. Bussy prit la main de Diane, et Monsoreau lui sourit encore. « Voilà bien du changement, monsieur le comte, » dit Diane à demi-voix. « Hélas, » murmura Bussy, « que n'est-il plus grand encore ?» Il va sans dire que le baron déploya, à l'égard du prince et des gentilshommes qui l'accompagnaient, tout le faste de sa patriarcale hospitalité. 11. Du désagrément des litières trop larges et des portes trop étroites. Bussy ne quittait point Diane. Le sourire bienveillant de Monsoreau lui donnait une liberté dont il se fut bien gardé de ne point user. Les jaloux ont ce privilège qu'ayant rudement fait la guerre pour conserver leurs biens, ils ne sont point épargnés quand, une fois les braconniers, ont mis le pied sur leur terre. « Madame, disait Bussy à Diane, je suis en vérité le plus misérable des hommes. Sur la nouvelle de sa mort, j'ai conseillé au prince de retourner à Paris et de s'accommoder avec sa mère. Il a consenti, et voilà que vous restez en Anjou. »« Oh, Louis, » répondit la jeune femme en serrant du bout de ses doigts effilés la main de Bussy. « Osez-vous dire que nous sommes malheureux ? Tant de beaux jours, tant de joies ineffables dont le souvenir passe comme un frisson sur mon cœur. Vous les oubliez donc, vous ? Je n'oublie rien, madame. Au contraire, je me souviens trop. Et voilà pourquoi, pendant ce bonheur, je me trouve si fort à plaindre. Comprenez-vous ce que je vais souffrir, madame, s'il faut que je retourne à Paris, à 100 lieues de vous ? Mon cœur se brise, Diane, et je me sens lâche. » Diane regarda Bussy. Tant de douleur éclatait dans ses yeux qu'elle baissa la tête et qu'elle se prit à réfléchir. Le jeune homme attendit un instant, le regard suppliant et les mains jointes. « Eh bien, » dit tout à coup Diane, « vous irez à Paris, Louis, et moi aussi. »« Comment ?» s'écria le jeune homme. « Vous quitteriez monsieur de Monsoreau ?»« Je le quitterai, » répondit Diane. « Que lui ne m'y quitterait pas. Non, croyez-moi, Louis, mieux vaut qu'il vienne avec nous. » « Blessé, malade comme il est, impossible. »« Il viendra, vous dis-je. » Et aussitôt, quittant le bras de Bussy, elle se rapprocha du prince, lequel répondait de fort mauvaise humeur à Monsoreau, dont Ribérac, Entraguet et Livarot entouraient la litière. À l'aspect de Diane, le front du comte se rasséréna, mais cet instant de calme ne fut pas de longue durée. Il passa comme passe un rayon de soleil entre deux orages. Diane s'approcha du duc, et le comte fronça le sourcil. « Monseigneur, dit-elle, avec un charmant sourire, on dit votre Altesse passionnée pour les fleurs. Venez, je veux montrer à votre Altesse les plus belles fleurs de tout l'Anjou. » François lui offrit galamment la main. « Où conduisez-vous donc, monseigneur, madame ?» demanda Monsoreau inquiet. « Dans la serre, monsieur. »« Ah, » fit Monsoreau, « eh bien, soit, portez-moi dans la serre. » « Ma foi, se dit Rémy, je crois maintenant que j'ai bien fait de ne pas le tuer. Dieu merci, il se tuera bien tout seul. » Diane sourit à Bussy d'une façon qui promettait merveille. « Que monsieur de Monsoreau, lui dit-elle tout bas, ne se doute pas que vous quittez l'Anjou, et je me charge du reste. »« Bien, » fit Bussy, et il s'approcha du prince, tandis que la litière du Monsoreau tournait derrière un massif. « Monseigneur, dit-il, pas d'indiscrétion surtout, que le Monsoreau ne sache pas que nous sommes sur le point de nous accommoder. Pourquoi cela ? Parce qu'il pourrait prévenir la reine-mère de nos intentions pour s'en faire une amie, et que, sachant la résolution prise, Madame Catherine pourrait bien être moins disposée à nous faire des largesses. »« Tu as raison, » dit le duc. « Tu t'en défies donc ? Du Monsoreau ? Parbleu ! Eh bien, moi aussi. Je crois, en vérité, qu'il a fait exprès le mort. Non, par ma foi, il a bel et bien reçu un coup d'épée à travers la poitrine.
Cet imbécile de Rémy qui l'a tiré d'affaire l'a cru lui-même mort un instant. Il faut, en vérité, qu'il ait l'âme chevillée dans le corps. » On arriva devant la serre. Diane souriait au duc d'une façon plus charmante que jamais. Le prince passa le premier, puis Diane. Montsoreau voulut venir après, mais quand sa litière se présenta pour passer, on s'aperçut qu'il était impossible de la faire entrer. La porte, de style ogival, était longue et haute, mais large seulement comme les plus grosses caisses, et la litière de M. de Montsoreau avait 6 pieds de largeur. À la vue de cette porte trop étroite et de cette litière trop large, le Montsoreau poussa un rugissement. Diane entra dans la serre sans faire attention aux gestes désespérés de son mari. Bussy, pour qui le sourire de la jeune femme, dans le cœur de laquelle il avait l'habitude de lire par les yeux, devenait parfaitement clair, demeura près de Montsoreau en lui disant avec une parfaite tranquillité: « Vous vous entêtez inutilement, monsieur le comte, cette porte est trop étroite, et jamais vous ne passerez par là. »« Monseigneur, monseigneur !» criait Montsoreau, « n'allez pas dans cette serre. Il y a de mortelles exhalaisons, des fleurs étrangères qui répandent les parfums les plus vénéneux. Monseigneur !» Mais François n'écoutait pas. Malgré sa prudence accoutumée, heureux de sentir dans ses mains la main de Diane, il s'enfonçait dans les verdoyants des tours. Bussy encourageait Montsoreau à patienter avec la douleur, mais, malgré les exhortations de Bussy, ce qui devait arriver arriva. Montsoreau ne put supporter non pas la douleur physique, sous ce rapport il semblait de fer, mais la douleur morale. Il s'évanouit. Rémy reprenait tous ses droits. Il ordonna que le blessé fût reconduit dans sa chambre. « Maintenant, » demanda Rémy au jeune homme, « que dois-je faire ?»« Pardieu, » dit Bussy, « achève ce que tu as si bien commencé. Reste près de lui et guéris-le. » Puis il annonça à Diane l'accident arrivé à son mari. Diane quitta aussitôt le duc d'Anjou et s'achemina vers le château. « Avons-nous réussi ?» lui demanda Bussy lorsqu'elle passa à ses côtés. « Je le crois, dit-elle. En tout cas, ne partez point sans avoir vu Gertrude. » Le duc n'aimait les fleurs que parce qu'il les visitait avec Diane. Aussitôt que Diane fut éloignée, les recommandations du comte lui revinrent à l'esprit, et il sortit du bâtiment. Ribérac, Livarot et Entraguet le suivirent. Pendant ce temps, Diane avait rejoint son mari, à qui Rémy faisait respirer des sels. Le comte ne tarda pas à rouvrir les yeux. Son premier mouvement fut de se soulever avec violence, mais Rémy avait prévu ce premier mouvement, et le comte était attaché sur son matelas. Il poussa un second rugissement, mais, en regardant autour de lui, il aperçut Diane debout à son chevet. « Ah, c'est vous, madame, dit-il. Je suis bien aise de vous voir pour vous dire que ce soir, nous partons pour Paris. » Rémy jeta les hauts cris, mais Montsoreau ne fit pas plus attention à Rémy que s'il n'était pas là. « Y pensez-vous, monsieur ?» dit Diane avec son calme habituel. « Et votre blessure ?»« Madame, dit le comte, il n'y a pas de blessure qui tienne. J'aime mieux mourir que souffrir. Et dussé-je mourir par les chemins, ce soir nous partirons. »« Eh bien, monsieur, dit Diane, comme il vous plaira. »« Il me plaît ainsi. Faites donc vos préparatifs, je vous prie. »« Mes préparatifs seront vite faits, monsieur. Mais puis-je savoir quelle cause a amené cette subite détermination ? » ?»« Je vous le dirai, madame, quand vous n'aurez plus de fleurs à montrer au prince, ou quand j'aurai fait construire des portes assez larges pour que ma litière entre partout. » Diane s'inclina. « Mais, madame, dit Rémy. « Monsieur le comte le veut, répondit Diane. Mon devoir est d'obéir. » Et Rémy crut reconnaître, à un signe de la jeune femme, qu'il devait cesser ses observations. Il se tut tout en grommelant. « Ils me le tueront, et puis on dira que c'est la faute de la médecine. » Pendant ce temps, le duc d'Anjou s'apprêtait à quitter Méridor. Il témoigna la plus grande reconnaissance au baron de l'accueil qu'il lui avait fait et remonta à cheval. Gertrude apparut en ce moment. Elle venait annoncer tout haut au duc que sa maîtresse, retenue près du comte, ne pouvait avoir l'honneur de lui présenter ses hommages, et tout bas à Bussy
que Diane partait le soir. On partit. Le duc avait les volontés dégénérescentes, ou plutôt les perfectionnements de ses caprices. Diane cruelle le blessait et le repoussait de l'Anjou. Diane souriante lui fut une amorce. Comme il ignorait la résolution prise par le grand veneur, tout le long du chemin, il ne cessa de méditer sur le danger qu'il y aurait à obéir trop facilement aux désirs de la reine-mère. Bussy avait prévu cela, et il comptait bien sur ce désir de rester. « Vois-tu, Bussy, lui dit le duc, j'ai réfléchi. »« Bon, monseigneur. »« Et à quoi ?» demanda le jeune homme. « Qu'il n'est pas bon de me rendre ainsi tout de suite au raisonnement de ma mère. »« Vous avez raison. Elle se croit déjà bien assez profonde politique comme cela. Tandis que, vois-tu, en lui demandant 8 jours, ou plutôt en traînant 8 jours, en donnant quelques fêtes auxquelles nous appellerons la noblesse, nous montrerons à notre mère combien nous sommes forts. Puissamment raisonné, monseigneur. Cependant, il me semble... Je resterai ici 8 jours, dit le duc, et, grâce à ce délai, j'arracherai de nouvelles conditions à ma mère. C'est moi qui te le dis. Bussy parut réfléchir profondément. En effet, monseigneur, dit-il, arracher, mais tâchez qu'au lieu de profiter par ce retard, vos affaires n'en souffrent pas. Le roi, par exemple. Eh bien, le roi, ne connaissant pas vos intentions, peut s'irriter. Il est très irascible, le roi. Tu as raison. Il faudrait que je puisse envoyer quelqu'un pour saluer mon frère de ma part, et pour lui annoncer mon retour. Cela me donnera les 8 jours dont j'ai besoin. Oui, mais ce quelqu'un court grand risque, dit Bussy. Le duc d'Anjou sourit de son mauvais sourire. Si je changeais de résolution, n'est-ce pas, dit-il. Et, malgré la promesse faite à votre frère, vous en changerez si l'intérêt vous y pousse, n'est-ce pas? Dame, fit le prince. Très bien. Et alors, on enverra votre ambassadeur à la Bastille. Nous ne le préviendrons pas de ce qu'il porte, et nous lui donnerons une lettre. Au contraire, dit Bussy, ne lui donnez pas de lettre, et prévenez-le. Mais alors personne ne voudra se charger de la mission. Allons donc. Tu connais un homme qui s'en chargera, toi? Oui, j'en connais un. Lequel? Moi, monseigneur. Toi? Oui, moi. J'aime les négociations difficiles. Bussy, mon cher Bussy, s'écria le duc, si tu fais cela, tu peux compter sur mon éternelle reconnaissance. Bussy sourit. Il connaissait la mesure de cette reconnaissance dont lui parlait son Altesse. Le duc crut qu'il hésitait. « Et je te donnerai 10 000 écus pour ton voyage, ajouta-t-il. « Allons donc, monseigneur, dit Bussy, soyez plus généreux. Est-ce que l'on paye ces choses-là? Ainsi, tu pars? Je pars. Pour Paris? Pour Paris. Et quand cela? Dame, quand vous voudrez. Le plus tôt serait le mieux. Oui, eh bien? Eh bien, ce soir, si vous voulez, monseigneur. Brave Bussy, cher Bussy, tu consens donc réellement? Si je consens, dit Bussy. Mais pour le service de votre Altesse, vous savez bien, monseigneur, que je passerai dans le feu. C'est donc convenu, je pars ce soir. Vous, vivez joyeusement ici, et attrapez-moi de la reine-mère quelque bonne abbaye. J'y songe déjà, mon ami. Alors adieu, monseigneur. Adieu, Bussy. Ah, n'oublie pas une chose. Laquelle? Prends congé de ma mère. J'aurai cet honneur. En effet, Bussy, plus leste, plus joyeux, plus léger qu'un écolier pour lequel la cloche vient de sonner l'heure de la récréation, fit sa visite à Catherine et s'apprêta pour partir aussitôt que le signal du départ lui viendrait de Méridor. Le signal se fit attendre jusqu'au lendemain matin. Montsoreau s'était senti si faible après cette émotion éprouvée qu'il avait jugé lui-même qu'il avait besoin de cette nuit de repos. Mais, vers 7 heures, le même palefrenier qui avait apporté la lettre de Saint-Luc vint annoncer à Bussy que, malgré les larmes du vieux baron et les oppositions de Rémy,
Le comte venait de partir pour Paris dans une litière qu'escortaient à cheval Diane, Rémy et Gertrude. Cette litière était portée par 8 hommes qui, de lieu en lieu, devaient se relayer. Bussy n'attendait que cette nouvelle. Il sauta sur un cheval sellé depuis la veille et prit le même chemin. 12. Dans quelle disposition était le roi Henri III quand M. de Saint-Luc reparut à la cour? Depuis le départ de Catherine, le roi, quelle que fût sa confiance dans l'ambassadeur qu'il avait envoyé dans l'Anjou, le roi, disons-nous, ne songeait plus qu'à s'armer contre les tentatives de son frère. Il connaissait, par expérience, le génie de sa maison. Il savait tout ce que peut un prétendant à la couronne, c'est-à-dire l'homme nouveau contre le possesseur légitime, c'est-à-dire contre l'homme ennuyeux et prévu. Il s'amusait, ou plutôt il s'ennuyait, comme Tibère, à dresser des listes de proscriptions où l'on inscrivait, par ordre alphabétique, tous ceux qui ne se montraient pas zélés à prendre le parti du roi. Ces listes devenaient chaque jour plus longues. Et à l'aise et à l'aile, c'est-à-dire plutôt 2 fois qu'une, le roi inscrivait chaque jour le nom de M. de Saint-Luc. Au reste, la colère du roi contre l'ancien favori était bien servie par les commentaires de la cour, par les insinuations perfides des courtisans et par les amères récriminations de la fuite en Anjou de l'époux de Jeanne de Cossé, fuite qui était une trahison depuis le jour où le duc, fuyant lui-même, avait dirigé sa course vers cette province. En effet, Saint-Luc fuyant à Méridor, ne devait-il pas être considéré comme le fourrier de M. le duc d'Anjou, allant préparer les logements du prince à Angers? Au milieu de tout ce trouble, de tout ce mouvement, de toute cette émotion, Chicot, encourageant les mignons à affiler leurs dagues et leurs rapières pour tailler et percer les ennemis de sa majesté très chrétienne, Chicot, disons-nous, était magnifique à voir. D'autant plus magnifique à voir que, tout en ayant l'air de jouer le rôle de la mouche du coche, Chicot jouait en réalité un rôle beaucoup plus sérieux. Chicot, petit à petit, et pour ainsi dire homme par homme, mettait sur pied une armée pour le service de son maître. Tout à coup, une après-midi, tandis que le roi soupait avec la reine, dont, à chaque péril politique, il cultivait la société plus assidûment, et que le départ de François avait naturellement amené près de lui, Chicot entra les bras étendus et les jambes écartées, comme les pantins que l'on écarte à l'aide d'un fil. « Ouf !» dit-il. « Quoi ?» demanda le roi. « Monsieur de Saint-Luc » fit Chicot. « Monsieur de Saint-Luc » exclama sa majesté. « Oui. »« À Paris ?»« Oui. »« Au Louvre ?»« Oui. » Sur cette triple affirmation, le roi se leva de table, tout rouge et tout tremblant. Il eût été difficile de dire quel sentiment l'animait. « Pardon, dit-il à la reine en essuyant sa moustache et en jetant sa serviette sur son fauteuil, mais ce sont des affaires d'État qui ne regardent point les femmes. »« Oui, dit Chicot en grossissant la voix, ce sont des affaires d'État. » La reine voulut se lever de table pour laisser la place libre à son mari. « Non, madame, dit Henri, restez, s'il vous plaît, je vais entrer dans mon cabinet. »« Oh, sire, dit la reine avec ce tendre intérêt qu'elle eut constamment pour son ingrat époux, ne vous mettez pas en colère, je vous prie. »« Dieu le veuille, répondit Henri sans remarquer l'air narquois avec lequel Chicot tortillait sa moustache. Henri s'éloigna vivement hors de la chambre. Chicot le suivit. Une fois dehors, « Que vient-il faire ici, le traître ?» demanda Henri d'une voix émue. « Qui sait ?» fit Chicot. « Il vient, j'en suis sûr, comme député des États d'Anjou. Il vient comme ambassadeur de mon frère, car ainsi vont les rébellions. Ce sont des eaux troubles et fangeuses dans lesquelles les révoltés pêchent toutes sortes de bénéfices, sordides, c'est vrai, mais avantageux, et qui, de provisoires et précaires, deviennent peu à peu fixes et immuables. Celui-ci a flairé la rébellion, et il s'en est fait un sauf-conduit pour venir m'insulter ici. »« Qui sait ?» dit Chicot. Le roi regarda le laconique personnage. « Il se peut encore, » dit Henri, toujours traversant les galeries d'un pas inégal et qui décelait son agitation. «
Il se peut qu'il vienne pour me redemander ses terres, dont je retiens les revenus, ce qui est un peu abusif peut-être, lui n'ayant pas commis, après tout, de crimes qualifiés, hein ? Qui sait ? Continua Chicot. Ah, fit Henri, tu répètes, comme mon papegaille, toujours la même chose. Mort de ma vie, tu m'impatientes enfin avec ton éternel « qui sait ». Eh, mordieu, te crois-tu bien amusant, toi, avec tes éternelles questions ? On répond quelque chose, au moins. Et que veux-tu que je te réponde ? Me prends-tu par hasard pour le fatum des anciens ? Me prends-tu pour Jupiter, pour Apollon ou pour Manteau ? Eh, c'est toi-même qui m'impatiente, morbleu, avec tes sottes suppositions. Monsieur Chicot. Après, monsieur Henri. Chicot, mon ami, tu vois ma douleur, et tu me rudoies. N'aie pas de douleur, mordieu. Mais tout le monde me trahit. Qui sait ? Ventre de biche, qui sait ? Henri, se perdant en conjectures, descendit en son cabinet, où, sur l'étrange nouvelle du retour de Saint-Luc, se trouvaient déjà réunis tous les familiers du Louvre, parmi lesquels, ou plutôt à la tête desquels, brillait Crillon, l'œil en feu, le nez rouge et la moustache hérissée comme un dogue qui demande le combat. Saint-Luc était là, debout, au milieu de tous ces menaçants visages, sentant bruire autour de lui toutes ses colères et ne se troublant pas le moins du monde. Chose étrange, il avait amené sa femme et l'avait fait asseoir sur un tabouret contre la balustrade du lit. Lui se promenait le poing sur la hanche, regardant les curieux et les insolents du même regard dont il le regardait. Par égard pour la jeune femme, quelques seigneurs s'étaient écartés, malgré leur envie de coudoyer Saint-Luc, et s'étaient tus, malgré leur désir de lui adresser quelques paroles désagréables. C'était dans ce vide et dans ce silence que se mouvait l'ex-favori. Jeanne, modestement enveloppée dans sa mante de voyage, attendait, les yeux baissés. Saint-Luc, drapé fièrement dans son manteau, attendait, de son côté, avec une attitude qui semblait plutôt appeler que craindre la provocation. Enfin, les assistants attendaient, pour provoquer, de bien savoir ce que revenait faire Saint-Luc à cette cour où chacun, désireux de se partager une portion de son ancienne faveur, le trouvait bien inutile. En un mot, comme on le voit, de toutes parts, l'attente était grande, lorsque le roi parut. Henri entra, tout agité, tout occupé de s'exciter lui-même. Cet essoufflement perpétuel compose, la plupart du temps, ce qu'on appelle la dignité chez les princes. Il entra, suivi de Chicot, qui avait pris les airs calmes et dignes qu'aurait dû prendre le roi de France, et qui regardait le maintien de Saint-Luc, ce qu'aurait dû commencer par faire Henri III. « Ah, monsieur, vous ici ?» s'écria tout d'abord le roi, sans faire attention à ceux qui l'entouraient, et semblable en cela aux taureaux des arènes espagnoles, qui, dans des milliers d'hommes, ne voient qu'un brouillard mouvant et, dans l'arc-en-ciel des bannières, que la couleur rouge. « Oui, sire, » répondit simplement et modestement Saint-Luc en s'inclinant avec respect. Cette réponse frappa si peu l'oreille du roi. Ce maintien plein de calme et de déférence communiqua si peu à son esprit aveuglé ces sentiments de raison et de mansuétude que doit exciter la réunion du respect des autres et de la dignité de soi-même, que le roi continua sans intervalle. « Vraiment, votre présence au Louvre me surprend étrangement. » À cette agression brutale, un silence de mort s'établit autour du roi et de son favori. C'était le silence qui s'établit en un champ clos autour de deux adversaires qui vont vider une question suprême. Saint-Luc le rompit le premier. « Sire, dit-il, avec son élégance habituelle et sans paraître troublé le moins du monde de la boutade royale, je ne suis, moi, surpris que d'une chose, c'est que, dans les circonstances où elle se trouve, votre majesté ne m'ait pas attendu. »« Qu'est-ce à dire, monsieur ?» répliqua Henri avec un orgueil tout à fait royal et en relevant sa tête, qui, dans les grandes circonstances, prenait une incomparable expression de dignité. « Sire, répondit Saint-Luc, votre majesté court un danger. »« Un danger ?» s'écrièrent les courtisans.
Oui, messieurs, un danger grand, réel, sérieux, un danger dans lequel le roi a besoin, depuis le plus grand jusqu'au plus petit de tous ceux qui lui sont dévoués. Et, convaincu que, dans un danger pareil à celui que je signale, il n'y a pas de faible assistance, je viens remettre aux pieds de mon roi l'offre de mes très humbles services. « Ah ah !» fit Chicot. « Vois-tu, mon fils, que j'avais raison de dire « Qui sait ?» Henri III ne répondit point tout d'abord. Il regarda l'assemblée. L'assemblée était émue et offensée. Mais Henri distingua bientôt dans le regard des assistants la jalousie qui s'agitait au fond de la plupart des cœurs. Il en conclut que Saint-Luc avait fait quelque chose dont était incapable la majorité de l'assemblée, c'est-à-dire quelque chose de bien. Cependant, il ne voulut point se rendre ainsi tout à coup. « Monsieur, répondit-il, vous n'avez fait que votre devoir, car vos services nous sont dus. »« Les services de tous les sujets du roi sont dus au roi, je le sais, sire, répondit Saint-Luc. Mais, par le temps qui court, beaucoup de gens oublient de payer leurs dettes. Moi, sire, je viens payer la mienne. Heureux que votre majesté veuille bien me compter toujours au nombre de ses débiteurs. » Henri, désarmé par cette douceur et cette humilité persévérante, fit un pas vers Saint-Luc. « Ainsi, dit-il, vous revenez sans autre motif que celui que vous dites. Vous revenez sans mission, sans sauf-conduit. »« Sire, dit vivement Saint-Luc, reconnaissant au ton dont lui parlait le roi qu'il n'y avait plus dans son maître ni reproche ni colère. Je reviens purement et simplement pour revenir, et cela à franc étrier. Maintenant, votre majesté peut me faire jeter à la Bastille dans 1 heure, arquebuser dans 2, mais j'aurai fait mon devoir. Sire, l'Anjou est en feu, la Touraine va se révolter, la Guyenne se lève pour lui donner la main. Monsieur le duc d'Anjou travaille l'ouest et le midi de la France. « Et il y est bien aidé, n'est-ce pas ?» s'écria le roi. « Sire, dit Saint-Luc, qui comprit le sens des paroles royales, ni conseil ni représentation n'arrête le duc, et monsieur de Bussy, tout ferme qu'il soit, ne peut rassurer votre frère sur la terreur que votre majesté lui a inspirée. »« Ah ah !» dit Henri, « il tremble donc, le rebelle !» Et il sourit dans sa moustache. « Tudieu !» dit Chicot en se caressant le menton, « voilà un habile homme. » Et, poussant le roi du coude, « Range-toi donc, Henri, dit-il, que j'aille donner une poignée de main à monsieur de Saint-Luc. » Ce mouvement entraîna le roi. Il laissa Chicot faire son compliment à l'arrivant, puis, marchant avec lenteur vers son ancien ami, et, lui posant la main sur l'épaule, « Sois le bienvenu, Saint-Luc, lui dit-il. « Ah, sire, s'écria Saint-Luc en baisant la main du roi, j'ai retrouvé mon maître bien-aimé. »« Oui, mais moi, je ne te retrouve pas, dit le roi, ou du moins je te retrouve si maigri, mon pauvre Saint-Luc, que je ne t'eusse pas reconnu en te voyant passer. » À ces mots, une voix féminine se fit entendre. « Sire, dit cette voix, c'est du chagrin d'avoir déplu à votre majesté. » Quoique cette voix fût douce et respectueuse, Henri tressaillit. Cette voix lui était aussi antipathique que l'était à Auguste le bruit du tonnerre. « Madame de Saint-Luc, murmura-t-il. « Ah, c'est vrai, j'avais oublié. » Jeanne se jeta à ses genoux. « Relevez-vous, madame, dit le roi. J'aime tout ce qui porte le nom de Saint-Luc. » Jeanne saisit la main du roi et la porta à ses lèvres. Henri la retira vivement. « Allez, dit Chicot à la jeune femme, « allez, convertissez le roi, ventre de biche, vous êtes assez jolie pour cela. » Mais Henri tourna le dos à Jeanne et, passant son bras autour du col de Saint-Luc, entra avec lui dans ses appartements. « Ah, ça, lui dit-il, la paix est faite, Saint-Luc. »« Dites, sire, répondit le courtisan, que la grâce est accordée. »« Madame, dit Chicot à Jeanne indécise, une bonne femme ne doit pas quitter son mari, surtout lorsque son mari est en danger. » Et il poussa Jeanne sur les talons du roi et de Saint-Luc. 13. Où il est traité de 2 personnages importants de cette histoire que le lecteur avait depuis quelque temps perdu de vue. Il est un des personnages de cette histoire, il en est même 2,
des faits et gestes desquels le lecteur a droit de nous demander compte. Avec l'humilité d'un auteur de préface antique, nous nous empresserons d'aller au-devant de ces questions dont nous comprenons toute l'importance. Il s'agit d'abord d'un énorme moine, aux sourcils épais, aux lèvres rouges et charnues, aux larges mains, aux vastes épaules, dont le col diminue chaque jour de tout ce que prennent de développement la poitrine et les joues. Il s'agit ensuite d'un fort grand âne dont les côtes s'arrondissent et se ballonnent avec grâce. Le moine tend chaque jour à ressembler à un nuide calé par 2 poutrelles. L'âne ressemble déjà à un berceau d'enfant soutenu par 4 quenouilles. L'un habite une cellule du couvent de Sainte-Geneviève où toutes les grâces du Seigneur viennent le visiter. L'autre habite l'écurie du même couvent où il vit à même d'un râtelier toujours plein. L'un répond au nom de Gorenflot. L'autre devait répondre au nom de Panurge. Tous deux jouissent, pour le moment du moins, du destin le plus prospère qu'ait jamais rêvé un âne et un moine. Les Génovéfins entourent de soins leur illustre compagnon, et, semblables aux divinités de 3e ordre qui soignaient l'aigle de Jupiter, le paon de Junon et les colombes de Vénus, les frères servants engraissent Panurge en l'honneur de son maître. La cuisine de l'abbaye fume perpétuellement. Le vin des clos les plus renommés de Bourgogne coule dans les verres les plus larges. Arrive-t-il un missionnaire ayant voyagé dans les pays lointains pour la propagation? Arrive-t-il un légat secret du pape apportant des indulgences de la part de sa sainteté? On lui montre le frère Gorenflot, ce double modèle de l'Église prêchante et militante, qui manie la parole comme saint Luc et l'épée comme saint Paul. On lui montre Gorenflot dans toute sa gloire, c'est-à-dire au milieu d'un festin. On a échancré une table pour le ventre sacré de Gorenflot, et l'on s'épanouit d'un noble orgueil en faisant voir aux saints voyageurs que Gorenflot engloutit à lui tout seul la ration des 8 plus robustes appétits du couvent. Et quand le nouveau venu a pieusement contemplé cette merveille, « Quelle admirable nature !» dit le prieur en joignant les mains et en levant les yeux au ciel. « Le frère Gorenflot aime la table et cultive les arts. Vous voyez comme il mange. Ah, si vous aviez entendu le sermon qu'il a fait certaine nuit, sermon dans lequel il offrait de se dévouer pour le triomphe de la foi. C'est une bouche qui parle comme celle de saint Jean Chrysostome et qui engloutit comme celle de Gargantua. » Cependant, parfois, au milieu de toutes ces splendeurs, un nuage passe sur le front de Gorenflot. Les volailles du Mans fument inutilement devant ses larges narines. Les petites huîtres de Flandre, dont il engloutit 1 millier en se jouant, bâillent et se contournent en vain dans leur conque nacrée. Les bouteilles aux différentes formes restent intactes, quoique débouchées. Gorenflot est lugubre. Gorenflot n'a pas faim. Gorenflot rêve. Alors le bruit court que le digne Génovéfin est en extase, comme saint François, ou en pâmoison, comme sainte Thérèse, et l'admiration redouble. Ce n'est plus un moine, c'est un saint. Ce n'est plus même un saint, c'est un demi-dieu. Quelques-uns même vont jusqu'à dire que c'est un dieu complet. Chut, murmure-t-on, ne troublons pas la rêverie du frère Gorenflot. Et l'on s'écarte avec respect. Le prieur seul attend le moment où frère Gorenflot donne un signe quelconque de vie. Il s'approche du moine, lui prend la main avec affabilité et l'interroge avec respect. Gorenflot lève la tête et regarde le prieur avec des yeux hébétés. Il sort d'un autre monde. « Que faisiez-vous, mon digne frère ?» demande le prieur. « Moi ?» dit Gorenflot. « Oui, vous. Vous faisiez quelque chose. »« Oui, mon père, je composais un sermon. » Dans le genre de celui que vous nous avez si bravement débité dans la nuit de la Sainte Ligue. Chaque fois qu'on lui parle de ce sermon, Gorenflot déplore son infirmité. « Oui, dit-il en poussant un soupir dans le même genre. Ah, quel malheur que je n'ai pas écrit celui-là !»
Un homme comme vous a-t-il besoin d'écrire, mon cher frère? Non, il parle d'inspiration. Il ouvre la bouche, et, comme la parole de Dieu est en lui, la parole de Dieu coule de ses lèvres. Vous croyez? Dit Gorenflot. Heureux celui qui doute, répond le prieur. En effet, de temps en temps, Gorenflot, qui comprend les nécessités de la position et qui est engagé par ses antécédents, médite un sermon. Foin de Marcus Tullius, de César, de saint Grégoire, de saint Augustin, de saint Jérôme et de Tertullien. La régénération de l'éloquence sacrée va commencer à Gorenflot. Recrum novus ordo nascitur. De temps en temps aussi, à la fin de son repas, ou au milieu de ses extases, Gorenflot se lève et, comme si un bras invisible le poussait, va droit à l'écurie. Arrivé là, il regarde avec amour Panurge, qui hennit de plaisir. Puis il passe sa main pesante sur le pelage plantureux où ses gros doigts disparaissent tout entiers. Alors, c'est plus que du plaisir, c'est du bonheur. Panurge ne se contente plus de hennir, il se roule. Le prieur et 3 ou 4 dignitaires du couvent l'escortent d'ordinaire dans ses excursions et font 1000 platitudes à Panurge. L'un lui offre des gâteaux, l'autre des biscuits, l'autre des macarons. Comme autrefois, ceux qui voulaient se rendre Pluton favorable offraient des gâteaux au miel à Cerbère. Panurge se laisse faire. Il a le caractère accommodant. D'ailleurs, lui qui n'a pas d'extase, lui qui n'a pas de sermon à méditer, lui qui n'a d'autre réputation à soutenir que sa réputation d'entêtement, de paresse et de luxure, trouve qu'il ne lui reste rien à désirer et qu'il est le plus heureux des ânes. Le prieur le regarde avec attendrissement. « Simple et doux, dit-il, c'est la vertu des forts. » Gorenflot a appris que l'on dit en latin « ita » pour dire oui. Cela le sert merveilleusement, et à tout ce qu'on lui dit, il répond « ita » avec une fatuité qui ne manque jamais son effet. Encouragé par cette adhésion perpétuelle, l'abbé lui dit parfois « Vous travaillez trop, mon cher frère, cela vous rend triste de cœur. » Et Gorenflot répond à messire Joseph Foulon, comme Chicot répond parfois à sa majesté Henri III. « Qui sait ? Peut-être nos repas sont-ils un peu grossiers, ajoute le prieur. Désirez-vous qu'on change le frère cuisinier ? Vous le savez, cher frère, quedam saturationes minus succedunt. Ita, répond éternellement Gorenflot en redoublant de tendresse pour son âne. Vous caressez bien votre Panurge, mon frère, dit le prieur. La manie des voyages vous reprendrait-elle ? Oh, répond alors Gorenflot avec un soupir. Le fait est que c'est là le souvenir qui tourmente Gorenflot. Gorenflot, qui avait d'abord trouvé son éloignement du couvent un immense malheur, a découvert dans l'exil des joies infinies et inconnues dont la liberté est la source. Au milieu de son bonheur, un ver le pique au cœur. C'est le désir de la liberté. La liberté avec Chicot, le joyeux convive. Avec Chicot qu'il aime sans trop savoir pourquoi, peut-être parce que, de temps en temps, il le bat. « Hélas, dit timidement un jeune frère qui a suivi le jeu de la physionomie du moine, je crois que vous avez raison, digne prieur, et que le séjour du couvent fatigue le révérend père. »« Pas précisément, dit Gorenflot, mais je sens que je suis né pour une vie de lutte, pour la politique du carrefour, pour le prêche de la borne. » Et en disant ces mots, les yeux de Gorenflot s'animent. Il pense aux omelettes de Chicot, au vin d'Anjou de maître Claude Bonhomet, à la salle basse de la Corne d'Abondance. Depuis la soirée de la Ligue, ou plutôt depuis la matinée du lendemain où il est rentré à son couvent, on ne l'a pas laissé sortir. Depuis que le roi s'est fait chef de l'Union, les ligueurs ont redoublé de prudence. Gorenflot est si simple qu'il n'a même pas pensé à user de sa position pour se faire ouvrir les portes. On lui a dit « Frère, il est défendu de sortir. » Et il n'est point sorti. On ne se doutait point de cette flamme intérieure qui lui rendait pesante la félicité du couvent.
Aussi, voyant que sa tristesse augmente de jour en jour, le prieur lui dit un matin : « Très cher frère, nul ne doit combattre sa vocation. La vôtre est de militer pour le Christ. Allez donc, remplissez la mission que le Seigneur vous a confiée. Seulement, veillez bien sur votre précieuse vie et revenez pour le grand jour. » « Quel grand jour ? Demanda Gorenflot, absorbé dans sa joie. « Celui de la fête Dieu. »« Ita, dit le moine avec un air de profonde intelligence. Mais, ajouta Gorenflot, afin que je m'inspire, chrétiennement, par des aumônes, donnez-moi quelque argent. » Le prieur s'empressa d'aller chercher une large bourse qu'il ouvrit à Gorenflot. Gorenflot y plongea sa large main. « Vous verrez ce que je rapporterai au couvent, dit-il, en faisant passer dans la large poche de son froc ceux qu'il venait d'emprunter à la bourse du prieur. « Vous avez votre texte, n'est-ce pas, très cher frère ? Demanda Joseph Foulon. « Oui, certainement. »« Confiez-le-moi. »« Volontiers, mais à vous seul. » Le prieur s'approcha de Gorenflot et prêta une oreille attentive. « Écoutez. »« J'écoute. »« Le fléau qui bat le grain se bat lui-même, dit Gorenflot. »« Oh, magnifique ! Oh, sublime !» s'écria le prieur. Et les assistants, partageant de confiance l'enthousiasme de messire Joseph Foulon, répétèrent, d'après lui, « Magnifique, sublime !»« Et maintenant, mon père, suis-je libre ?» demanda Gorenflot avec humilité. « Oui, mon fils, » s'écria le révérend abbé, « allez et marchez dans la voie du Seigneur. » Gorenflot fit sceller Panurge, l'enfourcha avec l'aide de 2 vigoureux moines et sortit du couvent vers les 7 heures du soir. C'était le jour même où Saint-Luc était arrivé de Méridor. Les nouvelles qui venaient de l'Anjou tenaient Paris en émotion. Gorenflot, après avoir suivi la rue Saint-Étienne, venait de prendre à droite et de dépasser les Jacobins, quand tout à coup Panurge tressaillit. Une main vigoureuse venait de s'appesantir sur sa croupe. « Qui va là ?» s'écria Gorenflot, effrayé. « Ami !» répliqua une voix que Gorenflot crut reconnaître. Gorenflot avait bonne envie de se retourner, mais comme les marins, qui, toutes les fois qu'ils s'embarquent, ont besoin d'habituer de nouveau leurs pieds au roulis, toutes les fois que Gorenflot remontait sur son âne, il était quelque temps à reprendre son centre de gravité. « Que demandez-vous » dit-il. « Voudriez-vous, mon respectable frère, reprit la voix, m'indiquer le chemin de la corne d'abondance ?»« Morbleu !» s'écria Gorenflot au comble de la joie. « C'est monsieur Chicot en personne !»« Justement, » répondit le Gascon, « j'allais vous chercher au couvent, mon très cher frère. Quand je vous ai vu sortir, je vous ai suivi quelque temps de peur de me compromettre en vous parlant. Mais maintenant que nous sommes bien seuls, me voilà. Bonjour, Frocard, ventre de biche. Je te trouve maigri. Et vous, monsieur Chicot, je vous trouve engraissé, parole d'honneur. Je crois que nous nous flattons tous les deux. Mais qu'avez-vous donc, monsieur Chicot ? Dit le moine. Vous paraissez bien chargé. C'est un quartier de daim que j'ai volé à sa majesté, dit le Gascon. Nous en ferons des grillades. Cher monsieur Chicot, s'écria le moine. Et sous l'autre bras, c'est un flacon de vin de Chypre envoyé par un roi à mon roi. Voyons, dit Gorenflot. C'est mon vin à moi. Je l'aime beaucoup, dit Chicot, en écartant son manteau. Et toi, frère moine ? Oh oh, s'écria Gorenflot en apercevant la double aubaine et en s'ébaudissant si fort sur sa monture que Panurge plia sous lui. Oh oh ! Dans sa joie, le moine leva les bras au ciel et d'une voix qui fit trembler à droite et à gauche les vitres des maisons, il chanta, tandis que Panurge l'accompagnait en hihanant. La musique a des appas, mais on ne fait que l'entendre. Les fleurs ont le parfum tendre, mais l'odeur ne nourrit pas. Sans que notre main y touche, un beau ciel flatte nos yeux. Mais le vin coule en la bouche. Mais le vin se sent, se touche et se boit. Je l'aime mieux que musique, fleurs et cieux.
C'était la première fois que Gorenflot chantait depuis près d'un mois. 14. Comment les 3 principaux personnages de cette histoire firent le voyage de Méridor à Paris. Laissons les 2 amis entrer au cabaret de la Corne d'Abondance, où Chicot, on se le rappelle, ne conduisait jamais le moine qu'avec des intentions dont celui-ci était loin de soupçonner la gravité. Et revenons à Monsieur de Montsoreau, qui suit en litière le chemin de Méridor à Paris, et à Bussy, qui est parti d'Angers, avec l'intention de faire la même route. Non seulement il n'est pas difficile à un cavalier bien monté de rejoindre des gens qui vont à pied, mais encore il court un risque, c'est celui de les dépasser. La chose arriva à Bussy. On était à la fin de mai, et la chaleur était grande, surtout vers le midi. Aussi, M. de Montsoreau ordonna-t-il de faire halte dans un petit bois qui se trouvait sur la route. Et, comme il désirait que son départ fût connu le plus tard possible de M. le duc d'Anjou, il veilla à ce que toutes les personnes de sa suite entrassent avec lui dans l'épaisseur du taillis pour passer la plus grande ardeur du soleil. Un cheval était chargé de provisions, on put donc faire la collation sans avoir recours à personne. Pendant ce temps, Bussy passa. Mais Bussy n'allait pas, comme on le pense bien, par la route sans s'informer si l'on n'avait pas vu des chevaux, des cavaliers et une litière portée par des paysans. Jusqu'au village de Durtal, il avait obtenu les renseignements les plus positifs et les plus satisfaisants. Aussi, convaincu que Diane était devant lui, avait-il mis son cheval au pas, se haussant sur ses étriers au sommet de chaque monticule, afin d'apercevoir au loin la petite troupe à la poursuite de laquelle il s'était mis. Mais, contre son attente, tout à coup, les renseignements lui manquèrent. Les voyageurs qui le croisaient n'avaient rencontré personne, et, en arrivant aux premières maisons de la Flèche, il acquit la conviction qu'au lieu d'être en retard, il était en avance, et qu'il précédait au lieu de suivre. Alors, il se rappela le petit bois qu'il avait rencontré sur sa route, et il s'expliqua les hennissements de son cheval qui avait interrogé l'air de ses naseaux fumants au moment où il y était entré. Son parti fut pris à l'instant même. Il s'arrêta au plus mauvais cabaret de la rue et, après s'être assuré que son cheval ne manquerait de rien, moins inquiet de lui-même que de sa monture, à la vigueur de laquelle il pouvait avoir besoin de recourir, il s'installa près d'une fenêtre, en ayant le soin de se cacher derrière un lambeau de toile qui servait de rideau. Ce qui avait surtout déterminé Bussy dans le choix qu'il avait fait de cette espèce de bouge, c'est qu'il était situé en face la meilleure hôtellerie de la ville, et qu'il ne doutait point que Montsoreau ne fît halte dans cette hôtellerie. Bussy avait deviné juste. Vers 4 heures de l'après-midi, il vit apparaître un coureur qui s'arrêta à la porte de l'hôtellerie. Une demi-heure après, vint le cortège. Il se composait, en personnages principaux, du comte, de la comtesse, de Rémy et de Gertrude. En personnages secondaires, de 8 porteurs qui se relayaient de 5 lieues en 5 lieues. Le coureur avait mission de préparer les relais des paysans. Or, comme Montsoreau était trop jaloux pour ne pas être généreux, cette manière de voyager, toute inusitée qu'elle était, ne souffrait ni difficulté ni retard. Les personnages principaux entrèrent les uns après les autres dans l'hôtellerie. Diane resta la dernière, et il sembla à Bussy qu'elle regardait avec inquiétude autour d'elle. Son premier mouvement fut de se montrer, mais il eut le courage de se retenir. Une imprudence les perdait. La nuit vint. Bussy espérait que, pendant la nuit, Rémy sortirait ou que Diane paraîtrait à quelque fenêtre. Il s'enveloppa de son manteau et se mit en sentinelle dans la rue. Il attendit ainsi jusqu'à 9 heures du soir. À 9 heures du soir, le coureur sortit. 5 minutes après, 8 hommes s'approchèrent de la porte. 4 entrèrent dans l'hôtellerie. « Oh, se dit Bussy, voyagerait-il de nuit ? Ce serait une excellente idée qu'aurait M. de Montsoreau. » Effectivement, tout venait à l'appui de cette probabilité. La nuit était douce, le ciel tout parsemé d'étoiles. Une de ces brises qui semblent le souffle de la terre rajeunie passait dans l'air, caressante et parfumée.
La litière sortit la première. Puis vinrent à cheval Diane, Rémy et Gertrude. Diane regarda encore avec attention autour d'elle, mais, comme elle regardait, le comte l'appela, et force lui fut de revenir près de la litière. Les 4 hommes de relais allumèrent des torches et marchèrent aux 2 côtés de la route. « Bon, dit Bussy, j'aurais commandé moi-même les détails de cette marche, que je n'eusse pas mieux fait. » Et il rentra dans son cabaret, sella son cheval et se mit à la poursuite du cortège. Cette fois, il n'y avait point à se tromper de route ou à le perdre de vue. Les torches indiquaient clairement le chemin qu'il suivait. Montsoreau ne laissait point Diane s'éloigner un instant de lui. Il causait avec elle, ou plutôt, il la gourmandait. Cette visite dans la serre servait de texte à d'inépuisables commentaires et à une foule de questions envenimées. Rémy et Gertrude se boudaient, ou, pour mieux dire, Rémy rêvait et Gertrude boudait Rémy. La cause de cette bouderie était facile à expliquer. Rémy ne voyait plus la nécessité d'être amoureux de Gertrude depuis que Diane était amoureuse de Bussy. Le cortège s'avançait donc, les uns disputant, les autres boudant, quand Bussy, qui suivait la cavalcade hors de la portée de la vue, donna, pour prévenir Rémy de sa présence, un coup de sifflet d'argent avec lequel il avait l'habitude d'appeler ses serviteurs à l'hôtel de la rue de Grenelle-Saint-Honoré. Le son en était aigu et vibrant. Ce son retentissait d'un bout à l'autre de la maison et faisait accourir bêtes et gens. Nous disons bêtes et gens parce que Bussy, comme tous les hommes forts, se plaisait à dresser des chiens au combat, des chevaux indomptables et des faucons sauvages. Or, au son de ce sifflet, les chiens tressaillaient dans leurs chenils, les chevaux dans leurs écuries, les faucons sur leurs perchoirs. Rémy le reconnut à l'instant même. Diane tressaillit et regarda le jeune homme, qui fit un signe affirmatif. Puis il passa à sa gauche et lui dit tout bas : « C'est lui. »« Qu'est-ce ? » demanda Montsoreau. « Et qui vous parle, madame ? » ?»« À moi ? Personne, monsieur. »« Si fait, une ombre a passé près de vous, et j'ai entendu une voix. »« Cette voix, dit Diane, est celle de monsieur Rémy. Êtes-vous jaloux aussi de monsieur Rémy ? » ?»« Non, mais j'aime à entendre parler tout haut. Cela me distrait. »« Il y a cependant des choses que l'on ne peut pas dire devant monsieur le comte, interrompit Gertrude, venant au secours de sa maîtresse. « Pourquoi cela ? » ?»« Pour 2 raisons. »« Lesquelles ? » ?»« La première, parce qu'on peut dire des choses qui n'intéressent pas monsieur le comte, ou des choses qui l'intéressent trop. »« Et de quel genre étaient les choses que monsieur Rémy vient de dire à madame ? » ?»« Du genre de celles qui intéressent trop monsieur. »« Que vous disait Rémy, madame ? Je veux le savoir. »« Je disais, monsieur le comte, que si vous vous démenez ainsi, vous serez mort avant d'avoir fait le tiers de la route. » On put voir, au sinistre rayon des torches, le visage de Montsoreau devenir aussi pâle que celui d'un cadavre. Diane, toute palpitante et toute pensive, se taisait. « Il vous attend à l'arrière, » dit d'une voix à peine intelligible Rémy à Diane. « Ralentissez un peu le pas de votre cheval. Il vous rejoindra. » Rémy avait parlé si bas que Montsoreau n'entendit qu'un murmure. Il fit un effort, renversa sa tête en arrière et vit Diane qui le suivait. « Encore un mouvement pareil, monsieur le comte, dit Rémy, et je ne réponds pas de l'hémorragie. » Depuis quelque temps, Diane était devenue courageuse. Avec son amour était née l'audace, que toute femme véritablement éprise pousse d'ordinaire au-delà des limites raisonnables. Elle tourna bride et attendit. Au même moment, Rémy descendait de cheval, donnait sa bride à tenir à Gertrude et s'approchait de la litière pour occuper le malade. « Voyons ce pouls, dit-il, je parie que nous avons la fièvre. » 5 secondes après, Bussy était à ses côtés. Les 2 jeunes gens n'avaient plus besoin de se parler pour s'entendre. Ils restèrent pendant quelques instants suavement embrassés. « Tu vois, dit Bussy, rompant le premier le silence. Tu pars et je te suis. »« Oh,
Que mes jours seront beaux, Bussy, que mes nuits seront douces, si je te sais toujours ainsi près de moi. Mais le jour, il nous verra. Non, tu nous suivras de loin, et c'est moi seulement qui te verrai, mon Louis. Au détour des routes, au sommet des monticules, la plume de ton feutre, la broderie de ton manteau, ton mouchoir flottant, tout me parlera en ton nom, tout me dira que tu m'aimes. Qu'au moment où le jour baisse, où le brouillard bleu descend dans la plaine, je vois ton doux fantôme s'incliner en m'envoyant le baiser du soir, et je serai heureuse, bien heureuse. Parle, parle toujours, ma Diane bien-aimée, tu ne peux savoir toi-même tout ce qu'il y a d'harmonie dans ta douce voix. Et quand nous marcherons la nuit, et cela arrivera souvent, car Rémi lui a dit que la fraîcheur du soir était bonne pour ses blessures, quand nous marcherons la nuit, alors, comme ce soir, de temps en temps, je resterai en arrière. De temps en temps, je pourrai te presser dans mes bras et te dire, dans un rapide serrement de main, tout ce que j'aurais pensé de toi dans le courant du jour. « Oh, que je t'aime, murmura Bussy. « Vois-tu, dit Diane, je crois que nos âmes sont assez étroitement unies pour que, même à distance l'un de l'autre, même sans nous parler, sans nous voir, nous soyons heureux par la pensée. Oh oui, mais te voir, mais te presser dans mes bras, oh Diane, Diane !» Et les chevaux se touchaient et se jouaient en secouant leurs brides argentées, et les deux amants s'étreignaient et oubliaient le monde. Tout à coup, une voix retentit qui les fit tressaillir tous deux, Diane de crainte, Bussy de colère. « Madame Diane !» criait cette voix. « Où êtes-vous ? Madame Diane, répondez !» Ce cri traversa l'air comme une funèbre évocation. « Oh, c'est lui, je l'avais oublié, » murmura Diane. « C'est lui, je rêvais. Oh, doux songe, réveil affreux !»« Écoute, » s'écriait Bussy, « écoute, Diane, nous voici réunis. Dis un mot, et rien ne peut plus t'enlever à moi. Diane, fuyons. Qui nous empêche de fuir ? Regarde, devant nous l'espace, le bonheur, la liberté. Un mot, et nous partons. Un mot, et perdu pour lui, tu m'appartiens éternellement. » Et le jeune homme la retenait doucement. « Et mon père ?» dit Diane. « Quand le baron saura que je t'aime, murmura-t-il. »« Oh, fit Diane, un père, que dis-tu là ?» Ce seul mot fit rentrer Bussy en lui-même. « Rien par violence, chère Diane, dit-il. Ordonne, et j'obéirai. »« Écoute, dit Diane en étendant la main, notre destinée est là. Soyons plus forts que le démon qui nous persécute. Ne crains rien, et tu verras si je sais aimer. »« Il faut donc nous séparer, mon Dieu, murmura Bussy. »« Comtesse, comtesse !» cria la voix. « Répondez, ou dussé-je me tuer, je saute au bas de cette infernale litière. »« Adieu, dit Diane, adieu. Il le ferait comme il le dit, et il se tuerait. »« Tu le plains ?»« Jaloux, fit Diane avec un adorable accent et un ravissant sourire. » Et Bussy la laissa partir. En deux élans, Diane était revenue près de la litière. Elle trouva le comte à moitié évanoui. « Arrêtez !» murmura le comte. « Arrêtez !»« Morbleu !» disait Rémi. « N'arrêtez pas, il est fou, s'il veut se tuer, qu'il se tue. » Et la litière marchait toujours. « Mais après qui donc, criez-vous » disait Gertrude. « Madame est là, à mes côtés. Venez, madame, et répondez-lui. Bien certainement, monsieur le comte a le délire. » Diane, sans prononcer une parole, entra dans le cercle de lumière épandu par les torches. « Ah !» fit Montsoreau, épuisé. « Où donc étiez-vous ?»« Où voulez-vous que je sois, monsieur, sinon derrière vous ?»« À mes côtés, madame, à mes côtés. Ne me quittez pas. » Diane n'avait plus aucun motif pour rester en arrière. Elle savait que Bussy la suivait. Si la nuit eût été éclairée par un rayon de lune, elle eût pu le voir. On arriva à la halte. Montsoreau se reposa quelques heures et voulut partir. Il avait hâte, non point d'arriver à Paris, mais de s'éloigner d'Angers. De temps en temps, la scène que nous venons de raconter se renouvelait.
Rémy disait tout bas « Qu'il étouffe de rage, et l'honneur du médecin sera sauvé. » Mais Montsoreau ne mourut pas. Au contraire, au bout de 10 jours, il était arrivé à Paris et il allait sensiblement mieux. C'était décidément un homme fort habile que Rémy, plus habile qu'il ne l'eût voulu lui-même. Pendant les 10 jours qu'avait duré le voyage, Diane avait, à force de tendresse, démoli toute cette grande fierté de Bussy. Elle l'avait engagé à se présenter chez Montsoreau et à exploiter l'amitié qui lui témoignait. Le prétexte de la visite était toute simple, la santé du comte. Rémy soignait le mari et remettait les billets à la femme. « Esculape et Mercure, disait-il. Je cumule. » Suite au prochain épisode. Si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager. À bientôt.